C'est le moment du commentaire d'actualité de Frédéric Bérard. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. À ce moment-ci de l'année, habituellement, on parle beaucoup de la fête nationale, ce qu'on fait sur nos ondes ce matin, puis entre nous dans la rue, et on va fêter ce soir et demain. Mais dans l'actualité, c'est plutôt tranquille habituellement à cette période. Mais c'est tout le contraire cette année. Disons que il y a ce dossier. Commençons avec celui-là. Il est assez costaud. L'entente hors cours entre Hockey Canada et la victime d'un viol allégué, là, un viol collectif allégué. Et la suspension des fonds par Ottawa, ça a attiré votre attention? Oui, en fait, c'est très, très gros, cette histoire-là. Et habituellement, je suis toujours très frileux, Éric, avec la présomption d'innocence. Quoique, dans ce cas-ci, très particulièrement, Hockey Canada a admis avoir conclu une entente hors cours avec la victime d'un viol collectif. Donc, par définition, ceci a eu lieu. Moi, ce qui m'achale particulièrement, c'est que ça a été un peu simple pour Hockey Canada de signer cette même entente et que ces mêmes 8 joueurs qui, de ce qu'on a compris, jouent actuellement dans la Ligue nationale, s'en sont tirés assez aisément, merci. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que cette dame-là pourrait, par exemple, porter plainte aux criminels malgré une indication contraire dans l'entente? La réponse est oui, elle pourrait quand même le faire, parce que le civil ne tient pas le criminel en état, comme on dit. Et pour le reste, est-ce que la Ligue nationale de hockey devrait enquêter là-dessus? J'ai l'impression que oui, parce qu'on s'entend qu'il s'agit de crimes très graves et que Hockey Canada ne peut pas acheter la paix si facilement que ça non plus. Oui, mais justement, ce que le commun des mortels, vous, là, vous enseignez le droit, là, vous en savez un peu plus que nous dans le domaine, mais pour le commun des mortels, ce qui est difficile à tolérer, c'est que, en fait, comment on fait pour écarter la justice alors qu'il y a une allégation de viol collectif, c'est criminel. On comprend que la personne, la victime ne voudrait pas porter plainte, mais quand même, il y a bien des gens qui ont de la difficulté à croire comment la justice peut être évitée dans des cas comme ça. Oui, en fait, ça, c'est la bonne question et qu'on se comprenne bien, je ne juge en rien la décision de la dame en question. Chaque victime choisit la voie. Tout à fait. Vous avez raison. Ça, pour moi, c'est une évidence. Par contre, moi, ce qui m'achale beaucoup plus, et je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est la facilité quand même avec laquelle Hockey Canada s'en est sorti. On a vu Tom Rainey, par exemple, témoigner à la Chambre des communes, au comité parlementaire, et expliquer que, aussitôt qu'on a su, on a appelé notre assureur, on a envoyé un avocat, et puis pif paf, un chèque était signé. Je répète, je ne blâme en rien la dame en question d'avoir pris le chèque en question, mais reste que ces 8 joueurs, est-ce qu'ils ont été punis adéquatement? De toute évidence, la réponse est non. Et ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, il y a 8 fautifs qui joueraient dans la Ligue nationale de hockey au moment où on se parle, sans conséquence aucune. Donc, alors, quand vous parlez de justice, moi, je suis bien d'accord avec vous. Est-ce que la justice a été servie à ce moment-ci? Très clairement, la réponse est non. Est-ce que la Ligue nationale devrait s'en mêler? À mon sens, la réponse est oui. Et est-ce que le gouvernement du Canada a bien fait de geler les fonds d'Hockey Canada? Parce qu'on sait qu'Hockey Canada est subventionné en bonne partie par nos impôts, par nos taxes au final. Je pense que oui, c'était aussi la bonne décision de réclamer une reddition de comptes, comme la ministre Pascale Saint-Onge le fait hier. Je pense que c'était la chose à faire. Vous vouliez aussi, Frédéric, revenir sur le fiasco des passeports. On voit encore les files devant les bureaux de Service Canada. Pour les endroits où il y en a, ici, des bureaux de passeport dans l'Est, il n'y en a pas. On doit se rendre à Québec. Le plus près est à Québec. Il y a le Saguenay également, mais c'est pas vraiment plus près. Vous en pensez quoi de toute cette saga? Vous vous rappelez peut-être de ma petite excursion à Guantanamo, Éric. Je ne vous avais pas dit cet aspect très problématique, mais j'ai failli demeurer ici. J'ai obtenu le passeport in extremis, je pense, quelque chose comme 72 heures avant, après être allé 4 fois. Donc, c'est une espèce de fiasco total et complet. Est-ce que Passeport Canada aurait dû prévoir qu'après 2 ans de pandémie, les gens seraient prêts à nouveau de voyager? Il me semble que oui. Moi, je serais prêt à accorder une certaine immunité peut-être dans les premières semaines en disant, ils n'ont pas prévu le coup, ça va. Mais maintenant, ça fait bientôt 3 ou 4 mois qu'on a un fiasco qui s'empire de jour en jour. Et je me mets dans la peau des auditeurs, des auditrices
de Rimouski, par exemple, qui doivent, vous venez de le dire, aller à Québec, pratiquement passer une fin de semaine en camping pour obtenir le passeport du petit dernier. Je veux dire, on ne vit pas dans une société où on accepte facilement ces choses-là, et c'est une bonne chose. Par contre, pour l'avoir vu moi-même, Éric, les gens ont tendance à exprimer leur frustration face aux employés de première ligne, ce qui est un réflexe normal. Mais au final, c'est un peu absurde parce que c'est quand même pas de leur faute, on s'entend bien là-dessus. Et les patrons qui, eux, ont eu, disons, des lacunes assez exceptionnelles en matière de gestion, s'en sortent relativement bien. Donc, je pense qu'on peut garder nos frustrations pour nous, les faire savoir peut-être en plus haut lieu, par exemple, aux ministres aux ministres, parce qu'il y en a plus qu'un qui sont en charge du fiasco en question, parce que le principe de la responsabilité ministérielle devrait s'appliquer dans ce cas-ci. Hier, si je ne fais pas erreur, la ministre Karina Gould a dit « vous savez, moi, je suis pas trop au courant, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas trop pourquoi les files sont aussi longues. » C'est justement ça, le principe de la responsabilité ministérielle. On ne demande pas à la ministre de délivrer elle-même les passeports, mais on lui demande de, un, être au courant de ce qui se produit, et de deux, de prendre la responsabilité d'assumer les conséquences de gestes qui ont été pris par d'autres. Frédéric Bérard, intéressant de vous entendre. Vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Un grand plaisir. Au revoir. Au revoir.